Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag Eco. Dans quelques minutes, nous célébrerons les 60 ans de l'INPI, Institut National de la Propriété Industrielle. Vous savez, ce sont ces brevets très importants pour les entreprises. Elles protègent leur savoir-faire. Nous en parlerons avec la délégation régionale. Nous sommes à Mulhouse, au centre de réhabilitation pour s'intéresser à l'emploi des personnes handicapées. 6500 personnes handicapées dans la région recherchent du travail. Leur formation est très importante et derrière moi se trouve le centre de rééducation professionnelle de Mulhouse. C'est le centre le plus important, le plus grand de France. Avant cela, je vous propose d'aller à Momenheim. Émilie Jaffrat a rencontré les dirigeants de Proal, une petite PME qui fabrique des tartes flambées. Regardez. L'idée de fonder une entreprise de tartes flambées est née il y a 2 ans. En 2009, les Recalles père et fils se lancent dans l'aventure, celle de produire des tartes flambées comme ils les aiment. Aujourd'hui, on a essayé de se concentrer sur une qualité sans additifs pour notre pâte, pour répondre un peu à mes souvenirs à moi, de ma grand-mère, quand elle faisait la pâte, pour obtenir un résultat qui, pour nous, est plus que correct, même très bon, dans un four à bois. Une équipe de 5 personnes seulement travaille à l'élaboration de ces fonds de tarte, une main-d'œuvre qui assiste des machines spécialement pensées et aménagées pour la tarte flambée. 800 000 € d'investissement. Pour la garniture, cela se fait encore à la main. Proal est une jeune entreprise. Après une année de tâtonnement, le plus compliqué reste de se faire connaître. L'entreprise familiale est obligée de démarcher magasin par magasin. Aujourd'hui, vous pouvez nous trouver dans les grandes surfaces, principalement, malheureusement pas encore toutes. Pour l'instant, c'est principalement l'Alsace. On a essayé les départements un peu limitrophes. Donc on est également en Lorraine, à Nancy, à Metz, dans quelques supermarchés. Mais pour l'instant, aller un peu plus loin, c'est un peu difficile. Pour les magasins, je parle, parce que donc il y a des clients qui accrochent, mais la rotation des produits n'est pas assez grande. Malgré la crise, les Recalles n'ont pas hésité à se lancer dans le marché de la tarte flambée. Un repas qui reste peu onéreux et surtout très convivial. Il faut compter près de 6,50 € pour 3 tartes flambées garnies, 2,90 € pour 5 fonds de tarte, un prix qui varie selon les grandes surfaces. Dans ce Mag Eco, nous avons décidé de mettre l'accent sur une initiative. Des jeunes étudiants de Colmar ont décidé de comprendre la formation des personnes handicapées, formation professionnelle, et de vivre un petit peu leur vision du monde du travail. Nous serons avec eux dans un instant. Nous sommes à Mulhouse, au centre de rééducation professionnelle avec Gilbert Wirtz. Bonjour, votre centre est le plus grand de France, plus de 370 places, c'est bien ça? Donc le centre de rééducation professionnelle, effectivement, c'est le centre qui est le plus grand au niveau France, il y en a environ une centaine. On commence par le début. Est-ce que c'est un centre de formation? Est-ce que c'est comme un CFA lambda, comme il y en a beaucoup dans la région? Voilà, c'est un centre de formation, qui a été créé en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale. La particularité, c'est que vous vous adressez essentiellement aux personnes handicapées, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, ce handicap-là, est-ce que ça peut être des personnes, entre guillemets normales, c'est toujours horrible de dire ça, qui ont eu un accident et qui du coup doivent complètement changer de vie? Quel est le type de personnes que vous avez ici? Tout à fait, donc ce sont des personnes qui ont subi effectivement un accident ou une maladie et qui se font une reconversion professionnelle, c'est-à-dire compatible avec leur situation de santé. Est-ce qu'il y a quelques palettes de métiers ici que vous pouvez nous expliquer? Je crois qu'on peut faire de la mécanique, on peut faire de la bureautique, c'est extrêmement riche et c'est assez étonnant. Alors c'est très riche, effectivement, on a un panel de 27 métiers, donc c'est vrai qu'on ne fait pas de la mécanique. Par contre, on fait de l'automatisme, on fait de l'électronique, on fait du tertiaire, on fait de l'informatique, on fait une formation d'aide-soignante, on fait une formation de gardien d'immeuble, agent de sécurité. Donc c'est vrai qu'on a vraiment un panel de formations. Et là, je suis sûr que ça doit étonner beaucoup de se dire qu'une personne handicapée peut apprendre tout ça. Le handicap, ça fait parfois peur. Est-ce que des entreprises sont parfois réticentes à vous aider ou à engager ce type de personnes? Alors, les entreprises ne sont pas réticentes, mais c'est vrai qu'il y a des a priori. Donc aujourd'hui, souvent, c'est pour ça que je dis, quand je les rencontre, je dis accueillez déjà un stagiaire. Ça permet de répondre à l'obligation d'emploi. Ça permet de sensibiliser les collaborateurs, justement de lever les a priori, les préjugés sur les handicaps. Ça permet de créer un vivier de candidats et surtout de voir les compétences et la qualification de la personne. Qu'est-ce qui coince quand on vous dit
J'ai pas envie d'engager quelqu'un de chez vous, ça m'embête. J'ai ma production, ça me coûte cher, j'ai mon flux, faut pas que ce soit cassé, c'est ça? C'est tout à fait ça. Donc c'est parce que effectivement on ne connaît pas le monde du handicap. Donc quelque part c'est une méconnaissance, quoi, tout simplement. Est-ce que vous avez des taux de réussite comme d'autres CFA qui se vendent d'avoir 85-90% des jeunes qui sortent de CFA qui ont un boulot? Est-ce qu'ici ce sont les mêmes tendances? Alors bien sûr, on a des très bons taux de réinsertion. Alors un taux global, donc sur l'ensemble de nos formations, qui est d'ordre de 62%, donc un chiffre de 2010, on ne les a pas encore sur le 2011, mais où à certaines formations, comme agent de sécurité, aide-soignant, où on a du 100% de placement sans problème, quoi. Et il y a des grandes entreprises dans la région, que ce soit dans l'électronique, que ce soit des entreprises de services, qui vous aident et qui jouent le jeu et qui engagent. Je rappelle qu'il y a une loi, les entreprises au-delà de 20 salariés doivent engager 6% de salariés handicapés, c'est bien ça? C'est cela, c'est bien ça, quoi. Donc bien sûr, on a des partenariats avec des grands groupes comme Peugeot Mulhouse, la SNCF, CRIT, Manpower. Donc on a un panel de partenariats avec les entreprises. La question de la formation de ces personnes, est-ce qu'elle est primordiale? Il y a des élections présidentielles bientôt et on entend dire dans d'autres domaines, on donne beaucoup plus large sur le domaine de l'emploi, en chômeur en France est mal formé. Est-ce que c'est le cas également pour des personnes handicapées? Est-ce que c'est la même problématique? Tout à fait. Et étant donné que par rapport à l'emploi, bien sûr, il faut le levier, il faut savoir avoir des compétences. Et pour la compétence, il faut de la formation. Et on prône la formation et surtout de l'alternance. Bien sûr, de plus en plus, on va vers de l'alternance renforcée, qu'on appelle ça chez nous, et où on met effectivement une partie au centre, une partie entreprise, qui permet mieux de connaître la personne et surtout de mieux connaître aussi les outils de l'entreprise. La situation économique est difficile. Est-ce qu'elle est encore plus difficile pour une personne handicapée pour trouver du travail? Je le rappelle, il y a 6500 personnes handicapées en moyenne dans la région qui sont au chômage aujourd'hui. Est-ce que vous remarquez que c'est encore plus compliqué pour elles d'accéder au marché de l'emploi? Tout à fait. Tout à fait. C'est plus difficile. Souvent, c'est suite à une maladie ou un accident, on perd confiance. Et c'est cette confiance qu'il faut vraiment réinstaurer à la personne, quoi. Donc du coup, on a du mal parfois à se vendre. C'est pour ça qu'au niveau de nous, au niveau du centre, on est prêt à les accompagner avec bien sûr la formation, mais également avec des ateliers où on travaille toutes ces choses-là, quoi. Il y a des ateliers de remise en confiance, c'est ça? Remise en confiance, donc technique de recherche d'emploi, où on travaille le CV, on travaille l'aide de motivation, des simulations d'entretien. Et là, effectivement, les entreprises sont les bienvenues pour animer ces ateliers. On parle du parcours sur handicap, on parle du bassin d'emploi, où chercher l'emploi. Donc bien sûr, on travaille tous ces ateliers, quoi. On a vu que c'était vraiment pour les personnes handicapées, par moment délaissées, qu'on les aidait pas trop pour leur formation, pour les aider à trouver une formation ou pour les entretiens d'embauche ou une fois dans l'entreprise. Vous pensez que les entreprises font un blocage sur ces personnes handicapées, qu'il y a encore des idées reçues? Par exemple, j'ai un cas concret. Nous, quand on a fait une recherche de sponsor, on a une entreprise qui nous a clairement dit qu'elle ne voulait pas sponsoriser un événement autour du handicap pour pas qu'elle soit affiliée à l'image de personnes handicapées. Donc c'est vrai que là, il peut y avoir effectivement un problème au niveau des entreprises où c'est une image du handicap qui doit être changée dans les années à venir. Qu'est-ce que vous avez appris en visitant ce centre de rééducation professionnelle, je le rappelle, le plus grand centre de France? C'est vraiment que tous les domaines sont accessibles. Bon, mis à part certains qui, évidemment, à cause de risques, ne seront pas forcément accessibles. Mais c'est plein de formations variées. On peut vraiment tout faire, du tertiaire jusqu'à la mécanique. Vous pensiez qu'on avait une telle palette de métiers? Alors effectivement, quand nous on a commencé le projet, on s'était dit que c'était vraiment du travail de bureau. Parce qu'on a tous l'image, quand on pense handicapé, on pense à la personne en fauteuil roulant qui est derrière un bureau à taper sur l'ordinateur et à décrocher le téléphone. Merci beaucoup et coup de chapeau à ces étudiants de Colmar qui ont décidé de mettre en avant la formation des personnes handicapées qui ont droit, comme tout le monde, à trouver du travail. Malheureusement, vous l'avez rappelé, les entreprises ferment trop souvent les portes. On enchaîne ce Mageco avec un autre reportage, un anniversaire, 60 ans, joyeux anniversaire, l'INPI. On va parler de propriété industrielle, de brevets de propriété intellectuelle. C'est important pour les entreprises de la région de défendre leur savoir-faire. Regardez ce reportage d'Émilie Jaffrat. L'Alsace est peut-être la plus petite région de France, mais elle n'est en tout cas pas la dernière en matière de dépôt de brevets. Avec 269 demandes en 2010, elle prend la 8e place. Toute demande de brevet est contrôlée par l'Institut national de la propriété industrielle qui s'assure de la pertinence de l'invention technique. Un brevet concerne une invention.
technique qui doit être nouvelle et inventive par rapport à ce qui existe déjà et qui soit d'application industrielle. Donc on ne peut pas, par exemple, breveter une idée. Le fameux E égale MC2 de Einstein ne se brevette pas. Un brevet qui coûte cher, 536 € rien que pour un dépôt de demande, un coût réduit pour les PME et les particuliers. Mais une fois établi, il faut payer une taxe annuelle pour maintenir en vigueur le brevet. Un brevet dont la durée de vie peut atteindre jusqu'à 20 ans. Un investissement pourtant indispensable à la survie économique de l'entreprise, puisqu'un brevet assure aux déposants le monopole d'exploitation de l'invention technique et protège de la contrefaçon. Au vu de la mondialisation, au vu de l'avancée de l'immatériel, effectivement, la protection industrielle est encore et sera toujours de plus en plus importante. Face à la crise qui occupe actuellement le devant de la scène, la propriété industrielle doit être le socle et la boussole. Pourquoi le socle? Parce que seules les entreprises qui ont protégé leur innovation pourront faire face à cette tempête qu'entraîne la crise. La boussole, pourquoi? Parce que seules les entreprises qui continuent à innover pourront se sortir les premiers de cette crise qui nous entoure actuellement. À Saint-Louis, l'Institut de recherche franco-allemand innove en matière de défense et d'armement, du canon électrique à la conception de lasers en passant par la mise au point de projectiles guidés. En 2011, l'ISL a déposé 13 brevets en France et en Allemagne d'abord, des brevets étendus aux États-Unis, en Israël et au Canada ensuite. Pour l'ISL, le dépôt de brevet est un acte naturel. L'objectif, c'est de disposer de ce titre de protection afin de le valoriser. Et dans le cas de l'ISL qui est franco-allemand, notre objectif avant tout, c'est de mettre ces technologies gratuitement à la disposition de la France et de l'Allemagne, des États français et allemands, en vue de la satisfaction de leurs besoins de défense. L'ISL dispose d'un portefeuille de 267 brevets, un outil de communication qui permet à l'Institut de valoriser ses 200 chercheurs, mais aussi un outil financier qui lui permet de faire entrer des recettes. Un brevet doit être rentable, même si tout dépend du plan de business. On peut imaginer que pour une société lambda, la première idée c'est de se protéger. Et on ne voit pas tout de suite la rentabilité du brevet. En tout cas, c'est pas cette voie-là qui est recherchée par l'entreprise. Pour l'ISL, on navigue un petit peu entre les deux, mais ce qui est certain, le maintien d'un brevet coûte très cher. Et donc, il est impératif de transférer brevet et savoir-faire pour que l'entreprise, pour que l'ISL obtienne in fine des royalties. Tout dépôt de brevet implique une publication de l'invention. Dans les domaines de technologie de pointe, les entreprises préfèrent protéger leur innovation par le secret. Fin de ce MagEco, merci de votre fidélité. Retrouvez-nous sur alsace20.tv. À la semaine prochaine, salut.